Je me souviens de quand Nathanaël l'a présenté en réunion d'équipe, je me suis dit waouh, mais c'est quoi ce nom, c'est quoi ces logos, il y a une compète, il y a le mot cyborg dedans. Rapidement, on s'est dit faut au moins qu'on aille voir. Et là, on a été extrêmement agréablement surpris. C'est un peu là où l'idée de nous aussi essayer d'y participer, de confronter nos technologies à des situations écologiques réelles, de se confronter aux autres équipes. Parce que pour la prochaine édition, il faut qu'on soit prêt. Première chose, trouver un pilote. Et c'est ça qui a été le plus dur. Et en fait, c'est par chance qu'on a rencontré notre pilote actuel, Christophe. Et j'ai su intuitivement qu'il allait se passer quelque chose d'important. Du coup, je suis arrivée, Nathanaël, il connaissait Christophe, il l'avait rencontré, il avait déjà le projet de Cibathlon. Donc il s'était inscrit, il avait inscrit l'équipe Smartarm avant que j'arrive et il n'y avait pas de prothèse. Le Cibathlon, c'est une compétition internationale qui vise à promouvoir l'état actuel des technologies d'assistance au handicap. L'aspect compétition, en fait, nous a jamais vraiment trop intéressé dans le sens où, dès le départ, l'activité du laboratoire, elle s'est construite sur s'intéresser à un niveau de handicap important, qui est l'amputation haute, c'est-à-dire l'amputation de bras transhuméral au-dessus du coude, et qui est clairement pas le niveau de handicap le plus représenté dans la compétition. Parce qu'il y a majoritairement des amputés d'avant-bras. Et donc, pour gagner, pour aller vite, clairement, d'avoir un amputé de bras à qui il faut ajouter un coude robotisé, voire d'autres articulations, clairement, on partait dès le départ avec un handicap supplémentaire, si je puis dire. L'idée majeure de monter l'équipe Smartarm, c'était que, et c'est toujours, de défendre l'approche qu'on a dans le laboratoire à l'ISIR, dans l'équipe Agathe, qui est d'exploiter le mouvement en entrée de la commande, c'est-à-dire d'utiliser des approches qui décodent le langage corporel pour améliorer le contrôle de prothèse, et pas de se baser que sur le myoélectrique, les signaux électrophysiologiques. Comment une prothèse fonctionne aujourd'hui, c'est beaucoup par des capteurs électromyographiques, EMG, qui vont relever les contractions des muscles. Et donc on fait une contraction d'un muscle qui déjà est difficile parce qu'on ne fait pas ça dans la vie de tous les jours. Et ça correspond, par exemple, je tourne le poignet. Ce qui est difficile, c'est que, évidemment, plus on est amputé, au moins il y a de signaux. Et par exemple, une amputation transhumérale, tu vas avoir biceps, triceps, et tu vas dire, bah, c'est bien pour plier, déplier le coude. Et après, comment je passe au poignet et comment je passe. Donc là, il y a tout un code Morse pour faire ça. Un élément fort qui a motivé notre recherche, c'est que les contractions musculaires, on peut arriver à les contrôler, mais c'est très compliqué. Résultat, baser tout sur quelque chose qu'on a du mal à percevoir rend l'apprentissage extrêmement compliqué. Or, les mouvements, on sait très bien les faire, on sait très bien les percevoir par la vue, par la proprioception, et on sait acquérir des nouvelles expertises sensorimotrices de façon très poussée. Et donc, notre approche, elle consiste plutôt à utiliser ces capacités de mouvement résiduelles pour contrôler la prothèse. Et ça, c'est assez nouveau. Et donc, on voulait en fait aussi confronter nos approches basées mouvement aux approches traditionnelles myoélectriques qui, à l'époque, représentaient 90% des équipes qui participaient au Cibathlon, pour montrer l'intérêt qu'il y avait à complémenter le myo d'approche basée mouvement. Et donc, à partir de l'automne 2019, on s'est mis dans l'objectif de construire une prothèse pour lui. La première étape de personnalisation, c'est simplement pouvoir l'attacher au corps. Et pour l'attacher sans douleur, en ayant une bonne connexion physique au corps, ça passe par quelque chose qui est de l'ordre du développement sur mesure. C'est un moulage. Donc en fait, on a fait faire un moulage du membre résiduel de Christophe, qui a ensuite été utilisé pour réaliser une emboîture en matériaux composites. Et donc notre nécessité, c'est que l'emboîture elle soit la moins handicapante possible, parce que traditionnellement, beaucoup d'emboîtures de moignons de bras tendent à recouvrir l'épaule et à limiter les mouvements de l'épaule que la personne peut faire. Or nous, on utilise ces mouvements d'épaule comme entrée de contrôle de certains mouvements de la prothèse, et donc l'IRR est assez spécialiste dans le fait de développer des emboîtures très ajourées qui contraignent au minimum les mouvements résiduels du moignon.
Il a fallu donc déjà faire une emboîture qui soit adaptée. Donc, j'avais juste moi une exigence, c'est que l'emboîture soit orange. Et il se trouve qu'à Nancy, la spécialiste de l'IRR qui a fait le moulage déteste le orange. Elle me proposait du camouflage, elle me proposait plein de choses, mais ben voilà. Et puis ensuite, il y a eu un certain nombre de séances pour en fait arriver à identifier au mieux les sites de mesure de l'activité myoélectrique, parce que dès le départ, il y avait quelque chose d'assez exceptionnel. C'était que Christophe, étant agénésique, il avait un avant-bras avec à son extrémité des résidus musculaires difficiles à identifier, mais sur lesquels il avait du contrôle. Et donc on n'avait pas qu'un biceps et un triceps, on avait d'autres muscles. Non, le fameux turquoise, est-ce que tu arrives à gérer le turquoise? Attends. Relâche. Est-ce que tu arrives à refaire juste le nouveau doré, le triceps nouveau? Ah, triceps. Ouais, parfait, c'est magnifique ça. Et est-ce que tu arrives à refaire le nouveau turquoise? Et donc on a passé un certain temps à identifier ces sites, l'entraîner à les contracter, pour pouvoir en fait placer ensuite dans l'emboîture avec l'IRR au mieux 6 électrodes. Et donc effectivement en fait l'emboîture c'est de sur-mesure, ça va à personne d'autre. L'avantage avec cette prothèse, c'est qu'on a plus de signaux, donc on avait 6 signaux que Christophe était capable de générer avec ses muscles. Et donc là, c'était pareil, c'était un peu avec des seuils de quand il contractait tel muscle, on définissait une action de tourner le poignet, déplier le coude. Ce qui était un peu difficile, c'était que les muscles étant très proches, même s'il arrive à les contrôler indépendamment, les signaux sont un peu mêlés, donc il y a un peu de travail de savoir bien identifier quel muscle était contracté. Mais en vrai, c'est pas mal parce que d'habitude, en fait, quand t'es amputé transhuméral, t'as biceps, triceps, et on a la chance que Christophe, il a pas mal de muscles qu'il arrive à contracter facilement. Et en plus, il s'est amélioré encore au fur et à mesure. Et donc, on a pu faire quelque chose d'assez complet sans que ce soit trop lourd. Le plus challengeant, c'était au début, c'était vraiment de construire la prothèse qui n'existait pas, même si c'était en se basant sur l'ancien prototype, ajouter des petites améliorations, puis se lancer dans l'aventure en fait. C'était tout nouveau pour tout le monde en fait, quand je suis arrivée. Heureusement qu'il y a eu Charlotte. À ce moment-là, on ne dormait pas beaucoup tous les deux, et clairement, elle a porté notamment toute la partie de finalisation du code, toute la partie de rédaction de la notice technique, de la documentation, de la certification de sécurité, etc. Et c'était je pense qu'on peut le dire, c'était la maman de la prothèse. Je pense que quand on a accepté, quand on a émis l'idée d'aller au Cibathlon, je pense qu'on n'avait pas mesuré en fait l'ampleur du travail que ça allait nécessiter, notamment de documentation, d'analyse, de mise en place de sécurité, parce que ça reste une compétition avec des prototypes qui sont quand même très près du corps, des personnes en situation de handicap. Et donc, en fait, pour pouvoir participer au Cibathlon, il y a 2 étapes majeures que chaque équipe doit franchir, qui sont premièrement le medical check, c'est-à-dire que c'est une vérification médicale que déjà simplement le handicap du pilote est bien adapté à la catégorie dans laquelle il concourt, et puis vérifier que l'état de santé de la personne est adapté à la compétition. Et le medical check, c'est facilement déroulé dans le sens où Christophe n'est pas amputé traumatique, donc il a un moignon sans problème de cicatrice ou de douleur liée à l'amputation traumatique. En plus de ça, il a des capacités physiques vraiment importantes parce qu'il a un ancien passelet de para-athlète. Donc ça a été, disons, une broutille. Par contre, ce qui a été compliqué, ça a été le technical check, qui est la deuxième épreuve. Donc il y a une validation médicale du pilote, de son état de santé, et une validation technique du prototype qui regarde essentiellement des aspects de sécurité. Et donc pour ça s'apparente à peu près à l'équivalent d'un dossier de conformité ou de certification pour passer au marquage CE, par exemple, d'un dispositif. Il faut en décrire le fonctionnement exact, détailler la conception, l'assemblage, et notamment réaliser une analyse des risques
Ça a été un très bon apprentissage, dans le sens où c'est une certaine école de pensée que de développer un système qui va vraiment être utilisé. Quand on développe un système qui va être validé en laboratoire pendant quelques instants, des fois on tolère des complexités de mise en place ou de mise en œuvre qui sont complètement inacceptables dans le cas d'un dispositif réel. Nous, en général, on arrive à faire une démonstration et puis après le prototype explose, mais c'est fait pour marcher en laboratoire, pas en situation réelle, et pendant un temps court, avec toute une équipe d'ingénieurs derrière qui veille au grain. Et donc, ça nous a fait gagner en humilité, et je pense que c'est un peu le message aussi de l'apprentissage du cibathlon, c'est que on s'est rendu compte à la fois que des technos trop compliquées, elles sont trop difficiles à mettre en œuvre dans un cadre réel, elles sont trop difficiles à utiliser pour le pilote dans une situation de stress, de compétition en temps chronométré, et donc que la simplicité et la robustesse sont des caractéristiques majeures d'un dispositif pour l'assistance au handicap. Il y a vraiment un besoin de simplicité, de prise en main, d'intuitivité et de robustesse, c'est quelque chose de fondamental. Et donc pendant 3-4 mois, on a fait différentes itérations où il venait toutes les semaines ou 2 semaines, ça brûlait, ça n'allait pas, ça se montait pas, ça le faisait mal, etc. Jusqu'à arriver à un prototype en début d'année 2020 qui soit acceptable. J'avoue que j'ai plus été séduit par la fulgurance en fait de l'échange que nous avons eu et du projet en fait qu'on a eu avec Nathanaël. J'ai plus été séduit dans cet échange et à l'évocation, dans l'imaginaire, que le retour à la réalité. Il y avait quand même une prothèse existante avec 2 mains gauches, enfin j'avais deux mains gauches du coup. Et en regardant les épreuves du cibathlon de 2016, en me disant, ça me paraît impensable, avec mes 2 mains gauches, je réussisse à faire ça. C'est vrai qu'on était aux prémices. Il y avait quasiment que moi au début dans l'équipe, donc j'étais responsable technique de fait dans l'équipe. Mon rôle à la base, c'était de développer le prototype de prothèse, et pour le cibathlon, et pour les recherches qu'on faisait en fait avec Mathilde et Nathanaël sur le contrôle des prothèses. Donc moi, c'est Mathilde, je suis une des doctorantes de Nathanaël. Et le sujet de ma thèse tournait autour du contrôle de la prothèse. Donc pas tout ce qui touchait à la mécanique mécatronique, mais vraiment juste le contrôle. Et il se trouve que ma thèse est arrivée au moment où l'équipe Smart Arm se lançait. Donc quand j'ai commencé, le prototype de prothèse était quand même déjà bien avancé, grâce à Étienne de Montalivet notamment, puis à Charlotte. Même si après, il y a eu plein d'améliorations, plein de nouveaux prototypes aussi, en particulier celui conçu spécialement pour Christophe. Alors, comment on contrôle le prototype de prothèse du laboratoire? Il y a 2 modes de contrôle principalement. Un mode qui se rapproche de ce qui est disponible dans les prothèses commercialisées, qu'on appelle le mode myoélectrique, c'est-à-dire à partir des contractions musculaires. Donc, comment ça marche? C'est un espèce de langage Morse où, en fonction de la contraction de différents muscles et de l'intensité de cette contraction, on va contrôler différentes articulations de la prothèse. Et puis l'autre mode de contrôle, c'est ce qu'on a appelé le Compensations Cancellation Control, qui est plus basé sur les mouvements de la personne. Et donc l'approche en particulier qui est implémentée dans la prothèse de Christophe, elle utilise les mouvements de compensation. Donc c'est des mouvements quand la prothèse ne va pas bouger correctement, mais qu'on veut quand même faire la tâche. Et à partir de ces mouvements et du type de mouvement et de l'intensité du mouvement de compensation, on va faire bouger la prothèse pour permettre de faire la tâche tout en permettant au porteur de la prothèse de ne pas compenser parce que tout ça peut mener à des troubles musculo-squelettiques, des douleurs au dos, etc. Il a participé avec une version très préliminaire du prototype à un protocole de Mathilde Legrand pendant sa thèse sur du contrôle basé mouvement du coude. Donc là, il avait une structure qui était simplement le coude exosquelettique de sa prothèse, monté sur lui, assis sur un tabouret et sous capture du mouvement, à faire des gestes de pointage avec cette structure-là. Donc on avait validé l'emboîture, le contrôle du coude, mais tout monté, je pense que vraiment c'est lors de la première séance de photo. En fait, le premier entraînement, c'était pas un entraînement, mais c'était que
On était à J-1 avant la deadline pour envoyer au Cibathlon des vidéos montrant notre système utilisé par le pilote. Et donc, on a fait un peu un all-in, on a monté tout ce qu'on pouvait monter. La prothèse, comme 2 mois avant, elle n'existait pas. C'était une des premières... Le jour où on a fait les photos, c'est une des premières fois où il y avait toute la prothèse, la main droite, tout ce qu'il fallait qu'on a fait essayer à Christophe. Et on l'a branché. Et il n'y avait pas assez de puissance pour faire fonctionner le coude avec les batteries. Et après, on s'est dit, c'est pas grave, on se branche sur le secteur, parce qu'on pouvait faire les deux. Et je pense qu'on était tous ébahis que ça fonctionne. Je pense que quelques minutes après, ça a brûlé. Parce qu'on avait mal dimensionné la motorisation du coude. On avait pris un moteur trop performant. Ça m'a marqué parce que j'étais à la fois impuissant et pour autant je sentais l'investissement et que voilà, de l'implication de tout le monde. Ça fonctionnait quand même. On a fait toutes les photos et les vidéos coude bloqué. Donc Christophe était comme ça. Ça rend hyper bien sur les photos et les vidéos, mais moi j'étais vraiment pas bien. J'étais assise par terre avec mon ordinateur et Nathanaël me dit « Tu peux allumer la prothèse ?» et tout, à distance. C'était un peu quand on a grillé une carte alors que la prothèse était sur le bras de Christophe, j'étais pas très bien. C'était un peu compliqué. Ouais. Et donc, je pense que voilà, le premier entraînement, c'était pas vraiment un entraînement, c'était une mise en scène pour faire des photos pour le Cibathlon. Et ça a duré 10 minutes le temps qu'on fasse ces enregistrements.